Pourquoi, au milieu du 5e siècle, les routes pavées de l'Empire romain, les artères même de la civilisation, ont-elles cessé d'être entretenues? Ce n'est pas le résultat d'un séisme ou d'une campagne de bombardement systématique, c'est un silence. Un silence qui s'est propagé sur des milliers de kilomètres, d'abord timidement dans les provinces reculées, puis de manière assourdissante au cœur même de l'Italie. On nous a appris que Rome est tombée sous les coups de butoir des invasions barbares, un récit épique de feu et de sang. Mais honnêtement, et si ce récit n'était qu'un écran de fumée? Si l'Empire n'était pas mort d'une agression extérieure, mais d'une lente érosion? Un système devenu si complexe qu'il a fini par s'étouffer lui-même? Oubliez l'image d'un empire qui s'effondre en une seule journée. La réalité est bien plus dérangeante, car elle ne ressemble pas à un crime, mais à une panne bureaucratique géante. Prenons une villa romaine, dans la campagne gauloise, vers l'an 400. Le soleil décline sur les mosaïques du salon, baignant la pièce dans une lumière ambrée. On entend le crépitement des braises, le bruit des sandales sur le marbre. C'est le summum de la Pax Romana. Mais attardez-vous sur les détails. Les murs sont fissurés. Le système de chauffage par le sol, l'hypocaste, cette prouesse technique qui faisait circuler l'air chaud sous les dalles, ne fonctionne plus. Les serviteurs sont moins nombreux. Le propriétaire, un notable local, n'a plus reçu de nouvelles de la capitale depuis des mois. Les parchemins officiels, d'ordinaire livrés par le service de poste impérial, ne viennent plus. Si vous restez quelques minutes, vous verrez l'ombre s'allonger. Ce n'est pas seulement le crépuscule, c'est une bascule invisible. En 395, l'Empire est officiellement coupé en deux, l'Occident et l'Orient. Sur le papier, c'est une mesure administrative de survie pour mieux gérer les frontières. Mais ici, il faut être précis. Cette division brise l'unité économique qui maintenait le système sous perfusion. Voyez le Rhin, c'est là que tout se joue. Pendant des siècles, l'Occident a protégé cette frontière grâce à l'argent et aux grains envoyés par l'Orient. Quand ce lien financier est sectionné, le budget pour payer les garnisons, autrefois mutualisées, s'effondre. Après la mort de Théodose, les rivalités entre les cours de Constantinople et de Ravenne deviennent mortifères. Les intérêts de l'Orient, plus riches et plus stables, divergent de ceux de l'Occident, plus exposés et pauvres. Sans solde, les légions romaines sur le Rhin ne sont plus des protecteurs, mais des hommes abandonnés. En 406, le gel transforme le fleuve en un pont de glace naturel, et les tribus germaniques traversent sans rencontrer de résistance sérieuse. Ce n'est pas une invasion massive, c'est une passivité forcée. Les troupes, privées de moyens, ont tout simplement cessé de monter la garde. On présente souvent les peuples dits barbares comme une marée destructrice. C'est une simplification, vraiment. Ils servaient dans l'armée romaine depuis des décennies sous le système des foederati, ces troupes mercenaires intégrées aux légions. Ils vivaient aux frontières, négociaient et commandaient même des cohortes, à l'instar d'un Flavius Aetius ou du général Stylicon, lui-même d'origine vandale. Ce n'était pas une intrusion étrangère, c'était une érosion constante. Ces peuples ne cherchaient pas à détruire Rome, ils dépendaient du système romain pour leur propre survie et leur prestige. Le problème n'était pas leur présence, mais l'incapacité chronique de Rome à les payer. Puis arrive 410, le sac de Rome par Alaric. Pour les contemporains, c'est un choc psychologique mondial, l'équivalent de voir une capitale moderne s'effondrer en quelques heures. Saint Jérôme, écrivant depuis Bethléem, en reste pétrifié. Le monde entier périt en une seule cité. La fracture de 395 avait rendu Rome vulnérable. Alaric n'est pas arrivé par hasard, il a profité d'un système qui ne pouvait plus financer ses propres troupes, forçant l'empereur Honorius à se terrer dans les marais inaccessibles de Ravenne, abandonnant l'ancienne capitale à son sort. Regardons les preuves concrètes de cette dissolution. Pour comprendre l'ampleur du changement, comparons le quotidien. En 350, un riche marchand gaulois pouvait expédier du vin vers la Grande-Bretagne en utilisant une seule monnaie, des routes sécurisées et une protection juridique impériale uniforme. 100 ans plus tard, en 450, le même trajet est un périple suicidaire. Les monnaies locales ont remplacé la frappe impériale, les routes sont devenues le domaine des brigands et les tribunaux impériaux ont disparu. C'est une décomplexification brutale. L'exemple le plus frappant est celui de l'annone, le système d'approvisionnement en grains. Pendant des siècles, des flottes entières, des milliers de navires transportant le blé d'Afrique du Nord alimentaient Rome. Du jour au lendemain, ce flux s'est tari. Ce n'est pas qu'il n'y avait plus de blé, c'est que la logistique maritime, qui nécessitait des paiements constants et une protection militaire, s'est effondrée. C'est ici que l'archéologie prend le relais.
Regardez les villes. Les forums, ces centres de vie politique et de commerce, sont progressivement abandonnés. Là où s'élevaient des temples de marbre et des basiliques en pierre, on voit apparaître des cabanes en bois, des constructions précaires qui s'adossent aux ruines. Les artisans spécialisés dans la céramique fine, la célèbre sigillée, disparaissent. Le savoir-faire technique s'évapore parce qu'il n'y a plus de marché pour vendre ses produits. Mais dans ce vide, une institution émerge, l'Église. Alors que les gouverneurs civils s'enfuient, ce sont les évêques qui reprennent le flambeau administratif. Ils deviennent les nouveaux interlocuteurs, les gestionnaires des stocks de nourriture, les protecteurs des populations contre les pillards. La structure des diocèses romains est récupérée par l'Église, assurant une continuité administrative là où l'État a échoué. Pour comprendre ce qui a vraiment tué Rome, il faut regarder Quintus, un magistrat local, un décurion. Son rôle n'est plus l'honneur, c'est une condamnation. Il appartient à la curie, le conseil municipal. Son devoir ? Collecter les taxes impériales. Prenons un scénario réel. Les récoltes sont maigres dans sa cité, les paysans n'ont plus d'or. Quintus doit pourtant livrer le quota fixé par l'État à Ravenne. La loi est implacable, c'est Quintus, avec sa fortune personnelle, qui doit combler le déficit. Il vend ses terres, ses esclaves, jusqu'à ses bijoux de famille pour éponger la dette. Si son voisin fuit la ville pour échapper aux taxes, sa dette fiscale est transférée sur les épaules de Quintus. Résultat, la classe moyenne municipale, le moteur de la gestion romaine, s'évapore. Beaucoup préfèrent tout abandonner, fuir sur les terres d'un grand propriétaire terrien et troquer leur liberté contre une protection féodale pour ne plus avoir à traiter avec l'État. L'Empire est mort par épuisement fiscal. Les taxes augmentaient pour maintenir un appareil d'État gargantuesque, mais le service rendu aux citoyens, sécurité, routes, justice, diminuait chaque année. On ne payait plus pour la paix, on payait pour la survie du bureaucrate à Ravenne. Et enfin, 476. Odoacre, le nommant où le titre d'empereur devient un accessoire inutile. Odoacre, un chef militaire, ne détruit pas Rome, il dépose simplement le dernier empereur d'Occident, le jeune Rominus Augustule, et décide qu'il n'a plus besoin d'un supérieur à Constantinople. Il renvoie les insignes impériaux en Orient, déclarant symboliquement que l'Empire d'Occident est une fiction administrative qui ne nécessite plus de titulaire. À ce stade, Rome n'était plus une capitale, c'était une idée ancienne dans un monde qui avait déjà changé. Alors, cette transition, était-ce vraiment une chute ? Les structures romaines ne se sont pas évaporées le lendemain. La langue, le droit, la religion chrétienne ont persisté, servant de socle à ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe médiévale. Rome n'est pas tombée un matin de 476, elle s'est effilochée, lentement, faute d'entretien et de moyens. Les routes romaines, ces veines de pierre, ont cessé d'être entretenues par impuissance totale et non par volonté de détruire. Des décombres est née une autre Europe, plus fragmentée, plus locale. Et c'est là que réside le vertige. Si un système aussi solide que Rome a pu s'effriter sous le poids de sa propre complexité, qu'est-ce qui maintient à cet instant précis nos propres structures en place ? Sont-elles bâties sur le roc ou ignorons-nous simplement, comme les citoyens romains de l'an 400, le bruit sourd des fissures qui s'ouvrent sous nos pieds ? Observez ses yeux pendant la cérémonie. Ce n'est pas seulement de la dévotion, c'est de la terreur froide. Ce n'est pas le poids de la foi qui le fait trembler, c'est le poids d'un contrat dont il ne maîtrise pas toutes les clauses. L'Église, elle, ne lâchait rien. Elle revendiquait le droit exclusif d'accorder cette légitimité divine. Pour les rois, c'est une impasse existentielle. Leur autorité vient de Dieu, certes, mais le guichet de Dieu est tenu par le pape. Si le pape refuse de valider la transaction, le roi n'est plus qu'un usurpateur. Cette architecture du pouvoir trouve sa source en 494, quand le pape Gélas Ier écrit à l'empereur byzantin Anastase. Sa thèse est limpide. Le monde est dirigé par deux autorités, l'une spirituelle, l'autre temporelle. Mais Gélas ajoute une nuance fatale. Le spirituel est le soleil et le temporel n'est que la lune. La lune n'a aucune lumière propre, elle ne brille que par la lumière réfléchie du premier. Pendant 600 ans, cette théorie a agi comme une laisse invisible. Pour le paysan travaillant dans les champs de Flandre ou de Toscane, ce conflit n'était pas une abstraction théologique de salon feutré, c'était une double étreinte fiscale. D'un côté, la dîme réclamée par le prêtre local, dont une partie remontait à la curie romaine, de l'autre, la corvée et l'impôt exigé par le seigneur. Le paysan était pris en étau entre deux administrations concurrentes qui se disputaient le même surplus agricole.
Il devait prier pour le salut de son âme auprès d'une institution qui lui prenait son blé et obéir à un roi qui le forçait à combattre pour des terres qu'il ne verrait jamais. Le conflit a fini par atteindre un point de rupture, en janvier 1077. Les Alpes sont figées sous une neige brutale, un décor de mort. Au château de Canossa, en Italie, un homme attend dans le froid. C'est Henri IV, empereur du Saint-Empire, le souverain le plus puissant d'Occident. Il est pieds nus dans la poudreuse, vêtu de la simple laine grossière d'un pénitent, grelottant pendant 3 jours et 3 nuits. Il attend que le pape Grégoire VII daigne lui ouvrir la porte. Pourquoi une telle humiliation ? Ses propres nobles s'étaient révoltés, utilisant son excommunication comme prétexte pour contester sa couronne. Canossa est le moment où la politique réalise, avec effroi, qu'elle est vulnérable face à une autorité qui n'a pas d'armée, mais qui possède l'arme absolue de l'exclusion. L'excommunication n'était pas une simple mise au ban religieux, une exclusion de la messe du dimanche. C'était un licenciement politique total. Un roi excommunié devenait un paria. Ses sujets n'étaient plus tenus par leur serment de fidélité. Ses vassaux pouvaient légalement briser leur allégeance. C'était une arme de destruction massive, capable de faire s'effondrer un royaume sans qu'un seul soldat ne bouge. Mais cette tension ne s'arrêtait pas aux frontières du royaume. Elle éclatait de manière encore plus spectaculaire lors des croisades. Le pape appelle à la guerre sainte, promettant le paradis. Le roi, lui, doit financer, équiper et transporter des milliers d'hommes à des milliers de kilomètres. C'était le test ultime du paradoxe. Qui commande ? Si le roi refuse de financer, il est un infidèle. S'il finance, il épuise son trésor et fragilise son royaume pour une aventure dont le succès est revendiqué par l'Église. Les croisades ont forcé le roi et le pape à travailler ensemble, mais dans une méfiance permanente. Le roi voyait dans la croisade une opportunité d'agrandir son influence, le pape y voyait une opportunité d'affirmer sa souveraineté mondiale. C'était une danse macabre où les deux puissances devaient s'allier pour survivre, tout en cherchant à se neutraliser mutuellement. Au cœur de cette discorde, il y avait une bataille comptable, une guerre de contrôle sur les ressources. Dans le système dit de l'Eignkirche, ou église propre, l'évêque n'était pas seulement un pasteur, il était le propriétaire de vastes domaines fonciers, le gestionnaire de véritables conglomérats économiques. Prenez les riches évêchés rhénans ou les sièges épiscopaux italiens. Il contrôlait des marchés, percevait des droits de péage sur les ponts, exploitait des mines de sel, gérait des milliers de serfs et battait monnaie. Pour un monarque, perdre le droit de nommer un évêque, ce n'était pas perdre un allié spirituel, c'était perdre une branche entière de son administration fiscale. C'était l'équivalent, pour un État moderne, de perdre le contrôle sur la moitié de son budget annuel. Les rois nommaient des évêques, comme les gouvernements nomment aujourd'hui des préfets ou des directeurs d'agences, pour assurer la stabilité, collecter les impôts et lever des troupes. Le pape, en voulant reprendre la main sur ces nominations, ne cherchait pas seulement à purifier l'Église, il cherchait, soyons honnêtes, à nationaliser une industrie massive. Pour justifier cette mainmise, les papes avaient une arme redoutable, un document miraculeux, la donation de Constantin. Ce texte prétendait que l'empereur Constantin, en quittant Rome, avait légué la souveraineté de l'Occident au pape. C'était un faux grossier, une supercherie fabriquée au 8e siècle, probablement par un scribe romain audacieux. Le document était traité comme une constitution sacrée, intouchable. Il a fallu attendre 1440 pour que Lorenzo Valla, un humaniste brillant, lise ce document comme un détective. Valla ne se contente pas de lire, il dissèque. Il remarque que le latin utilisé contient des termes féodaux qui n'existaient tout simplement pas au IVe siècle, à l'époque de Constantin. Il identifie des anachronismes géographiques flagrants. Il prouve, philologie à l'appui, que ce texte est un montage. La réaction du Vatican fut violente. Ils ne se sont pas contentés de contester, ils ont orchestré une campagne de silence. Des ouvrages furent saisis, des bibliothèques purgées, et Valla lui-même ne dut son salut qu'à la protection de mécènes puissants. Pourquoi une telle fureur ? Parce que le Vatican savait que si ce document tombait, c'était tout leur titre de propriété sur l'Occident qui s'évaporait. Le Concordat de Worms, en 1122, a fini par tenter de résoudre ce sac de nœuds par un compromis technique d'une précision chirurgicale. On a séparé les pouvoirs par les objets, l'Église récupère les symboles du spirituel, l'anneau et la crosse, signifiant que l'évêque tient sa charge de Dieu. Le roi, en revanche, conserve le sceptre. Avec ce sceptre, le souverain investit l'évêque des terres et des revenus temporels attachés à sa charge. C'était un divorce forcé. L'Église gagnait l'âme, le roi gardait le porte-monnaie.
Mais l'ironie est là. Ce divorce a obligé les monarques à construire une administration propre. Puisqu'ils ne pouvaient plus utiliser l'Église comme un bras séculier, comme un département de gestion administrative, ils ont dû inventer leurs propres fonctionnaires, leur propre cour de justice royale, leur propre fisc. Ce qui frappe, c'est que ce conflit n'était pas un bug du système, c'était la fonctionnalité même qui a construit l'État moderne. L'Église voulait tout contrôler, mais en résistant, elle a obligé la monarchie à se professionnaliser, à se détacher du sacré pour devenir une institution purement terrestre, une machinerie froide et rationnelle. L'État a dû apprendre à fonctionner sans Dieu, car Dieu ne lui répondait plus assez vite. Aujourd'hui, on nous dit que nous avons réussi à séparer la foi de la politique. Mais quand on observe la manière dont l'État moderne occupe l'espace moral, dicte les normes de conduite, définit ce qui est sain ou pathologique et gère nos vies par le biais de la statistique, on est en droit de se poser la question: avons-nous vraiment tué le paradoxe ou avons-nous simplement changé le nom du maître? La croix a disparu du sommet de l'administration, mais le besoin d'une autorité infaillible, lui, est toujours là, intact. L'État moderne a repris le flambeau, imposant sa propre orthodoxie, son propre droit canon, sous forme de lois complexes, et son propre clergé, sous forme de technocratie. Les experts, les gestionnaires, les analystes de données, ils sont les nouveaux évêques. Ils détiennent la connaissance technique qui justifie les politiques, tout comme les clercs détenaient le latin qui justifiait le pouvoir. Le trône est vide, mais le siège du pouvoir, lui, reste toujours au même endroit. 1347. C'est l'année où le mécanisme social européen se grippe et littéralement explose. Imaginez un continent entier verrouillé, une Europe où le ciel lui-même semble s'être retourné contre ses habitants. Et franchement, on ne parle pas ici d'une simple épidémie, mais d'un choc démographique si violent qu'il a forcé la fin d'un système vieux de plusieurs siècles, la féodalité. En quelques mois, entre 25 et 40 millions de personnes disparaissent. Pour visualiser l'ampleur de cette saignée, faites ce calcul. Si vous aligniez toutes ces victimes, la file atteindrait la distance de Paris à Moscou. C'est une hécatombe sans précédent. Mais derrière les chiffres macabres, une mutation économique souterraine s'opère. La mort, paradoxalement, a créé une rareté qui a radicalement inversé le rapport de force entre les seigneurs et les travailleurs. Pourquoi la pire tragédie de l'histoire médiévale a-t-elle fini par offrir un meilleur pouvoir d'achat aux survivants ? C'est ce paradoxe que nous allons décortiquer, car il porte en germe les structures de notre monde moderne. Avant 1347, l'Europe est une poudrière. Depuis 1315, le climat se dérègle. Le petit âge glaciaire est entré dans sa phase la plus sévère. Les étés sont pluvieux, les hivers interminables. Les récoltes de blé et de seigle pourrissent sur pied, avant même d'être moissonnées. Entre 1315 et 1317, une grande famine ravage le nord du continent. Dans les villages, la situation est insoutenable. Les paysans bouillent de l'herbe, mangent des écorces, voire des animaux domestiques. La malnutrition est chronique, le système immunitaire des populations est épuisé par des décennies de carences. Ce monde est structurellement surpeuplé par rapport à ses ressources. Chaque individu est remplaçable, interchangeable, sans valeur marchande. Le décor est en place pour le bacille Yersinia pestis. Le voyage du microbe, c'est en fait un modèle d'efficacité biologique. Il se niche dans les intestins des puces, qui elles-mêmes squattent le pelage des rats noirs, passagers clandestins des navires marchands. Tout se cristallise à Kaffa, en Crimée, en 1347. C'est le point de convergence entre les routes de la soie mongoles et les navires italiens. La légende, probablement fondée sur des faits, raconte que les Mongols, assiégeant la ville, auraient catapulté les corps des victimes par-dessus les remparts pour propager l'infection. Qu'il s'agisse d'une tactique de guerre biologique archaïque ou de la simple promiscuité des rats, le résultat est le même. Quand ces bateaux accostent à Messine, puis à Gênes, la bactérie descend sur les quais. En quelques semaines, ce qui était une curiosité lointaine devient une présence domestique, voyageant via les autoroutes du commerce médiéval. Dans les églises, sur les murs des cimetières, on peint des squelettes entraînant dans leur ronde des rois, des évêques et des paysans. Le message est brutal, la mort ne fait pas de distinction de classe. Cette dualité entre piété extrême et excès, cela ne vous rappelle rien? C'est ici que le basculement devient structurel. Avant la peste, le paysan est enchaîné à sa terre. Il est abondant, donc sans pouvoir de négociation. Après la peste, la rareté change tout. Soudainement, il y a trop de terre pour trop peu de bras.
La main-d'œuvre devient la denrée la plus précieuse du royaume. Le rapport de force s'inverse brutalement. Le paysan n'est plus une variable d'ajustement, il devient un actif indispensable. Il faut bien comprendre l'ampleur de ce basculement économique. Les salaires grimpent en flèche. Un ouvrier agricole, qui acceptait auparavant des conditions de misère, peut soudainement exiger le double, voire le triple de sa rémunération habituelle. Dans certaines régions d'Angleterre ou de France, le coût de la journée de travail pour les moissons a parfois été multiplié par 2 en seulement quelques années après 1350. Les seigneurs, privés de leurs revenus habituels car leurs champs restent en friche, essaient de réagir par la force pour endiguer cette hémorragie financière. Mais attendez, voici où ça devient fascinant. En 1351, l'Angleterre promulgue le Statute of Labourers. C'est une tentative législative, vous comprenez, pour geler les salaires au niveau d'avant la peste. Les élites voulaient, par décret, nier la réalité implacable du marché. Ils pensaient pouvoir ordonner au temps de s'arrêter et au salaire de ne pas grimper. C'était une erreur tactique majeure, voire une aberration économique. En tentant de bloquer les salaires par la loi, les seigneurs ont provoqué un effet pervers, une compétition effrénée entre propriétaires fonciers eux-mêmes. Pour sauver leur récolte, certains seigneurs, en douce, proposaient secrètement des bonus, des rations de vin ou de viande, ou de meilleures conditions de logement pour attirer les travailleurs des terres voisines. Ils sabotaient leurs propres lois, car la survie de leur domaine dépendait de ces travailleurs, qu'ils cherchaient officiellement à maintenir dans la misère. Cette tentative de verrouillage juridique cristallise une colère sourde chez ceux qui avaient goûté à une meilleure rémunération. Le contrat féodal, autrefois perçu comme un ordre naturel imposé par Dieu, est soudainement vu comme une chaîne illégitime. Cette tension explose 30 ans plus tard, en 1381, lors de la grande révolte des paysans en Angleterre. Ce n'était pas une simple jacquerie. Menée par des figures comme Wat Tyler et le prêtre John Ball, des milliers de travailleurs marchent sur Londres. Et l'anecdote est révélatrice. Ils ne pillent pas seulement pour voler, ils brûlent les registres seigneuriaux. Ces documents étaient les preuves juridiques de leur servitude, les actes qui stipulaient que telle terre appartenait à tel seigneur et que tel paysan était, par droit de naissance, son serf. En détruisant les archives, ils détruisaient le cadre légal de leur propre pression. En essayant de maintenir l'ordre par la violence légale, les autorités ont prouvé que l'ordre ancien ne tenait plus que par la force brute et non plus par le consentement ou la tradition. La peste n'a pas seulement tué les gens, elle a désagrégé le contrat social féodal. Une fois que le travailleur a pris conscience de sa valeur marchande, le retour en arrière est devenu impossible. Il a fallu qu'une catastrophe dépopulationnelle majeure vienne gripper la machine pour que les structures féodales, considérées comme immuables, soient enfin remises en question. La peste noire a agi comme un marteau sur une structure de verre. Elle a brisé les chaînes du servage au prix d'une tragédie humaine colossale. Ce n'était pas la fin du monde, mais la fin du monde féodal. Elle a emporté la moitié de la population européenne, forcé l'invention de la quarantaine et rendu le servage intenable. Le servage, ce lien archaïque où l'homme appartient à la terre, a fini par s'effriter sous la pression économique des survivants. Les seigneurs ont dû accepter de louer leurs terres à des fermiers libres plutôt que d'exiger des corvées de serfs qui n'existaient plus. C'est le début d'une transition vers le salariat et une agriculture commerciale. La crise, aussi horrible fut-elle, a forcé une redistribution des cartes économiques que des siècles de diplomatie et de loi n'avaient jamais pu atteindre. Alors, il reste une question ouverte, et elle me trotte en tête. La restructuration sociale exige-t-elle toujours le choc de l'abîme, ou sommes-nous capables d'évoluer par la raison avant que le chaos ne prenne les commandes? Le progrès social est-il intrinsèquement lié à la catastrophe? C'est une interrogation qui continue de résonner à chaque fois que nos systèmes, si bien huilés en apparence, se trouvent soudainement confrontés à l'imprévu.